Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s'exprime. D'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Selon les résultats arrêtés hier par le Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a obtenu 18 768 639 voix, soit 58,55% des suffrages exprimés. Il a donc été proclamé président de la République. Son premier mandat s'achèvera au plus tard le 14 mai 2022 à 0h. Et une cérémonie d'investiture sera organisée d'ici à cette date. Je sais que vous avez beaucoup de questions, notamment sur la date de cette cérémonie d'investiture, mais vous savez qu'il ne me revient pas institutionnellement de communiquer sur ces échéances. Je suis porte-parole du gouvernement et c'est évidemment la présidence de la République qui reviendra vers vous sur ce calendrier. En ayant placé le projet du président de la République en tête du premier tour, puis en lui accordant une majorité nette au second tour, les Français ont ouvert une nouvelle page de l'histoire de la Ve République. Jamais, depuis le général de Gaulle, un président n'avait été réélu en ayant une majorité à l'Assemblée nationale. Ce résultat historique, le président de la République l'a indiqué dès dimanche, est le signe d'une responsabilité historique. Comme l'a dit le président, nous sommes tenus d'agir pour tous les Français, pour chacun, qu'ils se soient rendus aux urnes ou non, qu'ils aient voté pour Emmanuel Macron ou non, qu'il se soit porté sur notre projet par conviction ou par refus de l'extrémisme. Emmanuel Macron est et sera, pendant les 5 années qui viennent, le président de chacune, de chacun et de tous les Français. Nous entendrons tous les messages des urnes, nous répondrons aux colères et aux inquiétudes des Français, nous relèverons les défis qui se dressent devant nous. Le quinquennat qui s'ouvre sera collectif pour les Français, auprès des Français, avec eux. C'est d'ailleurs ce qu'a montré dès hier le premier déplacement du président de la République après l'élection à Cergy. Nous sommes à la tâche pour préparer l'avenir, pour répondre aux préoccupations des Français. Le quinquennat qui va s'ouvrir avancera sur la question de l'école, car elle est la promesse de l'émancipation de chacun, l'assurance de croire en la République et la manière de briser les inégalités de destin. Les mois qui s'annoncent seront l'occasion d'agir pour mettre fin aux inégalités de santé, faire en sorte que chacun ait accès à des soins de qualité. Les années qui viennent nous permettront de répondre sans compter à l'enjeu climatique. Le GIEC nous donne quelques années pour agir, nous relèverons le défi. Nous répondrons aussi, bien sûr, toujours à l'urgence du pouvoir d'achat. Nous y répondrons par le plein emploi, nous y répondrons par des mesures fortes dans les entreprises. Nous y répondrons aussi, comme toujours, en prenant les mesures qui s'imposent pour protéger les Français. Nous tenons parole et dès lundi, nous avons pris une nouvelle mesure de protection des Français face à la hausse des prix du carburant. L'assurance maladie a en effet annoncé qu'en plus de la baisse de 18 centimes par litre, viendrait s'ajouter 15 centimes par litre pour les professionnels de santé qui se déplacent au domicile des patients. Cette aide bénéficiera notamment aux infirmiers libéraux dont l'activité les expose particulièrement à la hausse du prix des carburants. Elle vient s'ajouter à la remise à la pompe du même montant offerte à tous les Français par le gouvernement depuis le 1er avril, mais aussi à la majoration de 10% de l'indemnité kilométrique depuis le 7 avril. 5 ans vont commencer pour une France indépendante dans une Europe forte. 5 ans pour répondre aux inquiétudes, pour résorber les fractures, pour construire une France plus écologique, plus solidaire, plus puissante, pour construire cette France autour de nouvelles méthodes, avec les Français au plus près d'eux et en les associant toujours davantage à la décision. Ce Conseil des ministres a également été l'occasion de revenir sur l'évolution du conflit en Ukraine et la poursuite de l'action résolue de la France pour obtenir un cessez-le-feu. Ces derniers jours, nous avons continué à fournir des équipements de défense aux forces ukrainiennes, notamment dans le domaine de l'artillerie, afin de répondre à leurs besoins urgents. Nous restons plus attentifs que jamais au sort des populations civiles, à Mariupol et ailleurs, et au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa présidence de l'Union européenne, la France agit également pour un renforcement des sanctions européennes à l'égard de la Russie. Enfin, comme l'a rappelé Jean-Yves Le Drian ce mardi, la France est plus que jamais aux côtés de la Moldavie, face au risque de déstabilisation qu'elle affronte. Depuis le premier jour de cette guerre, nous soutenons pleinement la stabilité, la souveraineté, la sécurité énergétique et l'intégrité territoriale de la Moldavie. Nous avons déjà, avec nos partenaires européens, apporté une aide économique massive, mais aussi dépêché une aide humanitaire pour l'accueil des réfugiés et du matériel énergétique pour renforcer l'approvisionnement en Moldavie. Nous les soutiendrons encore davantage s'il le faut, évidemment. Enfin, parce que la démocratie ne prend aucune pause, je rappelle que les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Pour ceux qui ne figurent pas encore sur les listes électorales, vous avez jusqu'au
4 mai pour vous inscrire en ligne et jusqu'au 6 mai pour le faire en mairie. Il est essentiel que tout le monde puisse participer évidemment à cette échéance, comme l'échéance de l'élection présidentielle était une échéance majeure pour notre vie démocratique. Mesdames, Messieurs, ce Conseil des ministres a également été l'occasion d'adopter 4 projets de loi ratifiant des ordonnances que j'avais déjà eu l'occasion de vous présenter ces dernières semaines et sur lesquelles je reviens donc rapidement. Le premier texte a été présenté par la ministre de la Transition écologique et le ministre délégué en charge des Transports. Il s'agit notamment de pouvoir effectuer un meilleur contrôle, une meilleure sécurité, une plus grande homogénéité entre pays européens de l'utilisation des drones civils. Le second texte a été présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, conjointement avec le ministre délégué chargé des comptes publics, et il concerne la responsabilité financière des gestionnaires publics. Il s'agit de donner davantage de marge de manœuvre aux gestionnaires publics et de leur offrir un droit plus simple, plus lisible, et de mieux déterminer les responsabilités de chacun des acteurs. Troisième texte que nous avons adopté, un projet de loi ratifiant une ordonnance sur le Conseil national des activités privées de sécurité. Comme je vous l'avais expliqué, je crois que c'était fin mars, ce texte va permettre de donner toute leur portée aux missions du CNAPS en matière de délivrance de titres, de missions de contrôle et de discipline. Il permet notamment la mise en place de procédures disciplinaires mieux structurées. Enfin, le dernier texte que nous avons adopté portait sur des adaptations au Code de la santé et au Code rural de la pêche en matière de médicaments et d'aliments médicamenteux vétérinaires. Il s'agit d'agir dans tous les pays européens pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, qui peut être, vous le savez, un danger considérable pour nos élevages. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je pouvais vous dire de ce Conseil des ministres, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Je note que vous êtes très nombreux, et je salue cette présence. Bonjour, Marie Chantret pour TF1 LCI. En ce jeudi 28 avril, était-ce le dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Et avez-vous des indications à nous donner quant à la démission future prochaine du gouvernement et à la nomination du prochain? Et quel était le message aujourd'hui du chef de l'État à l'égard de ces ministres qui, potentiellement, ne feront pas partie du prochain gouvernement? Merci beaucoup. Alors non, il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je le rappelais, s'achève le 14 mai à 0h ou le 13 mai à minuit, selon la manière dont on dit les choses. Et donc il ne s'agissait pas du dernier Conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ajoute que dans l'expression qui était la mienne, j'ai montré combien nous avions besoin d'un gouvernement qui continue évidemment à prendre les décisions nécessaires. J'ai parlé de décisions très récentes de cette semaine sur la question du pouvoir d'achat et des prix des carburants. J'ai parlé également de la situation en Ukraine. Et vous savez, c'est un exemple que lundi prochain se tiendra un Conseil des ministres de l'énergie européen extraordinaire auquel participera évidemment Barbara Pompili, qui est la ministre de l'énergie. Et donc le gouvernement est à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires pour la protection des Français et sur tous les dossiers qui sont évidemment les dossiers d'actualité pour le gouvernement et pour le pays. Sur le second point, le président de la République, évidemment, ce matin est revenu sur l'élection présidentielle. Il a indiqué que le moment que nous vivons, que le choix qui a été celui des Français, qui est un choix historique, je vous ai rappelé pourquoi, puisque c'est une première dans l'histoire de la Ve République qu'un président hors cohabitation soit réélu, est un choix qui nous oblige, est un choix qui, évidemment, nous oblige et nécessite que des décisions majeures soient prises, des décisions, évidemment, sur le fond, mais aussi sur une nouvelle manière de gouverner, de faire participer les Français à la décision, de faire vivre la cité. Et que c'est évidemment ce qui va l'animer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Bonjour, pas de problème. Bonjour, Jacques Serret, Europe 1. Serez-vous là à la même heure la semaine prochaine? Et le Conseil des ministres de la semaine prochaine n'a, je crois, pas encore été convoqué, mais je crois que j'ai été assez clair avec vous sur le fait que je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier Conseil des ministres, ni évidemment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
Bonjour Monsieur Attal, Louis Amar pour l'émission C'est à vous sur France 5. Tout à l'heure, quasiment tous les ministres sont arrivés en même temps, sauf une, Elisabeth Borne, qui apparemment était déjà dans le palais de l'Élysée. Faut-il y voir un signe? Je n'ai aucune information sur ce sujet. Alors là, pour le coup, je sais quand moi je suis arrivé et qui j'ai vu arriver, mais je n'ai pas d'autres informations à vous donner. Bonjour, Anthony Latier de RFI. Est-ce que vous avez un commentaire sur la suspension définitive de RFI et de France 24 au Mali? Est-ce que le gouvernement peut intervenir, sachant que les relations sont extrêmement dégradées entre les deux pays? J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer lorsque l'annonce avait été faite, évidemment, comme mes collègues du gouvernement, pour dénoncer la décision qui avait été annoncée. Vous m'annoncez la confirmation définitive, je n'avais pas... C'est définitif depuis hier soir. Voilà, je n'avais pas vu l'information et évidemment on aura l'occasion de communiquer à nouveau. Mais évidemment les propos que j'avais tenus à l'époque restent profondément d'actualité. À nouveau, une question sur la situation internationale et le conflit en Ukraine. Quelle est la position de la France quant aux dernières menaces de Vladimir Poutine, qui menace une réponse immédiate et foudroyante en cas d'ingérence d'un autre pays dans le conflit? Merci beaucoup. Il y a eu, depuis le début de ce conflit, avant même le début de ce conflit, une rhétorique agressive, parfois d'intimidation. Et je crois que nous avons montré que nous n'y avons jamais cédé. Et donc nous n'allons pas commencer aujourd'hui à le faire. Nous restons fidèles à la ligne et à l'action qui est la nôtre, avec clarté, avec calme et avec détermination. Cette action, elle consiste, je le rappelle, à ne pas rentrer en guerre avec la Russie, mais à apporter un soutien indéfectible aux Ukrainiens, tout en renchérissant au maximum le coût de la guerre pour les Russes. Il y a un impact sur l'économie de la Russie. Je rappelle que celle-ci se rétracte fortement, massivement, avec une baisse du PIB importante, une inflation importante aussi, un impact très fort sur un certain nombre de secteurs. Et donc c'est fidèle à cette ligne que nous allons continuer à agir, mais je le dis toujours avec la même détermination et le même calme. Et je crois que c'est ce qui est attendu par nos concitoyens. Oui? Si quelqu'un peut approcher le micro pour madame. Il se décroche le micro. Ouais. Ça marche pas de toute façon. Si, je pense que ça marche. Okay. Désolée, vous allez trouver que c'est encore embêtant. Je reviens toujours sur le handicap. Je viens pas très souvent ici, ça fait des années. Et donc, on avait évoqué la situation du bilan. Donc, j'ai toujours pas eu d'infos en ce qui me concerne. On m'a pas répondu, donc alors, je reviens vers vous. Contacté ma collègue, vous avez collecté ma collègue. J'ai pas eu de réponse, que ce soit à titre journaliste ou association ou citoyenne. Anyway, je voudrais juste savoir, est-ce que, parce que de toute façon, il y a 5 ans, lorsque le président Macron était passé donc au pouvoir, il avait mis quand même le priority du handicap. Non seulement il l'avait mis en priority, mais je crois que le gros geste, c'était d'avoir placé le secrétariat d'État de handicap sous le aegis de Prime Minister. Je me souviens même que la première sortie de Prime Minister Edouard Philippe, c'était pour le handicap. C'était même, je crois, un dimanche. En tant que personne handicapée, on y a cru, honestly, par rapport à ça. Il y avait aussi le transversalité, entre. Il avait demandé ça, en tout cas, le secrétaire d'État, de travailler avec les autres. Et donc, il était question que, par exemple, for culture, par exemple, qu'elle travaille avec, en parallèle avec. En croisée, avec cross-functions, avec le secrétariat de handicap. Donc, en gros, le secrétariat de handicap avait une latitude incroyable pour travailler avec tout ça. Et now, le bilan, pour pouvoir le analyser et le critiquer et faire observation et perspectives, j'ai du mal à avoir les vraies données, mais moi, j'ai fait ma propre research. Et franchement, je voudrais vraiment savoir si ce qui a été évoqué là, du Conseil des ministres du dernier, de ce gouvernement, et ce qui est prévu pour le next, est-ce qu'on va s'occuper un petit peu de cette cause? Parce que c'est pas moi qui le dis, mais c'est les Nations Unies, la Convention internationale qui a été ratifiée en 2010. L'an dernier, au mois de août 2021, sur les 20 pages, 18 pages ont été retoquées avec des recommandations très sévères par rapport à, donc c'est pas moi qui le dis. Et la défenseur de droit aussi a expliqué que la première raison de saisine de discrimination, c'est le handicap. Je vais pas faire toute la liste, je suis pas là pour, mais just,
je ne suis pas porte-parole non plus de personne, mais je suis moi-même polyhandicap, comme on dit. Et again, merci pour le mot de charge ici, mais toutes les personnes paralysées de France n'ont pas le privilège de venir à l'Élysée, donc tester ça. Mais si ça pouvait évoluer pour le reste des ERP, ce serait cool. Thank you, merci. Alors, beaucoup de choses dans votre question. D'abord, oui, dès 2017, Emmanuel Macron avait indiqué que la question du handicap serait une des grandes causes de son quinquennat. Et c'est vrai que le choix qui a été fait, c'est de nommer une secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap, Sophie Cluzel, auprès du Premier ministre, précisément pour répondre aux besoins de transversalité que vous avez évoqués. Parce que la réalité, c'est que c'est un sujet, un enjeu dont tous les ministères doivent s'emparer et pour lequel tous les ministères doivent agir. Et je crois que ce qu'on a vu dans ce quinquennat, qui s'écoule, c'est une action résolue dans beaucoup de domaines, précisément parce qu'il y a cette transversalité. Je peux donner l'exemple de l'éducation nationale. On n'a jamais autant accueilli d'enfants en situation de handicap à l'école, dans l'école de la République. Une progression comme on n'en a jamais connue sur un temps si court, un temps de 5 ans, dans l'histoire de notre pays. Je peux donner l'exemple du pouvoir d'achat avec la revalorisation qui a été un engagement et qui s'est traduite de l'allocation adulte handicapé, je crois, de 100 €. Je peux donner un exemple sur des questions aussi de droit, avec notamment un engagement qui avait été pris sur les droits à vie, pour que des personnes qui sont en situation de handicap et dont nous savons qu'elles resteront en situation de handicap toute leur vie, n'aient pas chaque année ou tous les 2 ou 3 ans à aller refaire des procédures pour bénéficier encore de leurs droits et que ces droits leur soient donnés à vie. Je pense aussi à la question du droit de vote, pour laquelle il y a eu une avancée fondamentale pour des personnes en situation de handicap qui en étaient privées jusqu'à maintenant. Maintenant, évidemment, ça restera une très grande priorité, une grande cause pour le quinquennat qui s'ouvre. Et le président de la République a eu l'occasion de le dire pendant la campagne. Il a eu l'occasion d'évoquer plusieurs enjeux, notamment celui que vous avez abordé, qui est celui de l'accessibilité. Il nous faut aller plus loin, beaucoup plus vite. Depuis la loi de 2005, il y a des choses qui ont progressé, pas suffisamment vite pour nos concitoyens en situation de handicap, qui continuent à être entravés dans leur quotidien et dans leurs déplacements du fait d'un manque d'accessibilité de beaucoup de lieux, voire de territoires en France. Donc ça va être une grande priorité. La question, encore une fois, des droits et du pouvoir d'achat, puisqu'il s'est exprimé, le président, alors candidat, dans une émission notamment sur la question de l'accès à l'allocation adulte handicapé pour des personnes en situation de handicap qui décident de se marier, et pour dire qu'il fallait revoir ce système pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de coupure du fait du choix de se marier. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on veut avancer. Maintenant, pour terminer, sur le bilan exhaustif vraiment de ce quinquennat, je suis surpris que vous n'ayez pas reçu, mais connaissant l'engagement de ma collègue, je vais gérer ça moi-même cet après-midi pour que vous puissiez recevoir tous les documents vraiment exhaustifs qui sont nécessaires et qui vous sont dus, évidemment, comme à tout journaliste. Bonjour, Julie-Marie Lecomte, France Info. Est-ce que le président de la République a eu un mot pour Jean Castex lors de ce Conseil des ministres ? Le président de la République, dans son intervention liminaire à ce Conseil, au moment de revenir sur l'élection de dimanche dernier, a eu l'occasion de remercier les membres du gouvernement pour leur action, pour leur mobilisation, au premier rang desquels le Premier ministre. Donc il les a remerciés pour leur action lors de ce Conseil des ministres. Si il y a des conseils des ministres la semaine prochaine, je crois qu'il peut encore y en avoir un autre, si vous nous dites qu'on va jusqu'au 13 mai potentiellement avec ce gouvernement, ce que vous ne sembliez pas exclure, ça veut dire que des projets de loi peuvent être examinés en Conseil des ministres, présentés en Conseil des ministres par ce gouvernement et non pas par le prochain. Je ne peux pas vous faire d'annonce ici. En revanche, je ne peux rien exclure. Dès lors que se tient un Conseil des ministres, des textes peuvent être présentés, adoptés par le Conseil des ministres. Mais je ne dispose pas d'informations me permettant d'accréditer ce que vous venez de dire. Ce que j'ai dit, encore une fois, c'est que le premier mandat d'Emmanuel Macron s'achève au 14 mai, qu'il y aura donc encore des conseils des ministres sous ce mandat, et que s'agissant de ce gouvernement, ça n'était pas le dernier conseil des ministres qui se tenait aujourd'hui. Je ne peux pas vous donner d'autres informations sur le calendrier. D'ailleurs, ce n'est même pas ma prérogative institutionnellement. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, et c'est vraiment la prérogative du président de la République, de la présidence de la République, que ces questions de calendrier. Mais est-ce que le gouvernement travaille d'ores et déjà au premier texte de loi ou à de prochains textes de loi? Il travaille. Évidemment, il continue à travailler. Je vous indiquais à l'instant sur un certain nombre d'enjeux. Il y a même des réunions majeures qui se tiennent cette semaine ou la semaine prochaine, notamment sur la
guerre en Ukraine, chaque ministre est à sa tâche, tant qu'il est à sa tâche, évidemment, jusqu'au bout, à prendre les décisions nécessaires pour, encore une fois, protéger les Français et conformément aux engagements qui ont été pris par le président de la République. Et donc, voilà, ça continue. Rebonjour. Je me permets de vous demander une précision. On a bien compris que ça n'était donc pas le dernier Conseil des ministres de ce quinquennat, qui va jusqu'au 13 mai. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement si oui ou non, c'était le dernier Conseil des ministres de ce gouvernement? Mais je viens de répondre à l'instant. Mais je ne vous ai pas trouvé très clair sur cette réponse. Si oh là là, c'est la troisième fois, donc ça veut dire que vraiment... et donc j'ai dit que non, voilà, ça n'était pas le dernier. Oui, ce matin, le député insoumis François Ruffin a qualifié, je le cite, et ce sont ses propos, le chef de l'État Emmanuel Macron de bâtard de François Hollande. Avez-vous une réaction concernant ces propos? Très franchement, je ne suis pas certain qu'une telle outrance appelle une réaction de ma part. Je pense que chaque Français est capable de se faire son opinion sur le sujet. Ce n'est pas la première outrance qu'on entend venant de la France insoumise. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet-là, vraiment, je ne veux pas rentrer là-dedans. Si ce n'est quand même que, on a vécu un moment démocratique majeur, qui est celui de l'élection présidentielle, et qu'on a pu observer des responsables politiques chercher à délégitimer ce moment qui est un moment majeur pour notre démocratie. Et notre démocratie, c'est ce qui fait qu'on se tient tous ensemble, on est capable d'agir, de protéger les Français. Et moi, j'avoue avoir été assez surpris d'entendre des candidats qui en étaient à leur troisième défaite à l'élection présidentielle indiquer à celui qui avait gagné pour la seconde fois qu'il avait perdu. D'entendre des candidats faire mine de déplorer ou de regretter un niveau d'abstention au deuxième tour, alors même qu'ils ont passé l'intégralité de l'entre-deux tours à expliquer que le deuxième tour n'existait quasiment pas et qu'il fallait déjà se projeter sur la suite. Voilà. Mais encore une fois, je pense que les Français jugent. Oui, bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Au-delà des prix de l'énergie, on constate la hausse des prix de produits basiques comme l'huile. Quelle est la réponse du gouvernement à ce problème très concret pour les Français ? Comme pour tous les secteurs, nous sommes particulièrement vigilants à toutes les tensions qui pourraient survenir. Nous avons toujours agi au plus vite pour faire face à toutes les situations. S'agissant de la question que vous évoquez, qui est celle de l'huile, et notamment la question de l'huile de tournesol, une réunion s'est tenue cette semaine à Bercy. Et les industriels pourront, pour une durée de 6 mois, je crois que c'est ce qui a été acté, revoir la recette de leurs produits. Et nous nous tenons évidemment prêts au cas où, bien évidemment, à d'autres mesures, toujours pour garantir l'approvisionnement des Français sur leurs biens. J'ajoute une question sur cette thématique. Mathieu Coache, BFM TV, y aura-t-il une loi pouvoir d'achat à l'Assemblée avant les législatives? Je n'ai aucune information à communiquer sur ce sujet-là. Bonjour, Laurence Benamou de l'AFP. Il y a eu des coupures de fibres de télécommunications ces derniers jours. Est-ce que vous avez eu davantage d'éléments sur les éventuels auteurs de ces sabotages et s'il s'agit d'un acte coordonné et quoi faire pour s'en prévenir? Merci. Non, on a été informé évidemment de cette situation qui a impacté un certain nombre de Français, notamment de Franciliens. Je veux saluer vraiment les services à pied d'œuvre pour établir la situation. Il y a une enquête qui est en cours. Je ne dispose pas d'informations sur l'avancée de cette enquête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et on se retrouve. Eh bien, voilà, pour résumer, merci d'être là autour de ce plateau. On ne saura rien.
Non, on ne saura rien. En effet, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a mis en œuvre tout son talent pour ne pas répondre aux questions. On saura juste que ce n'est pas le dernier Conseil des ministres de ce mandat, puisque le mandat d'Emmanuel Macron, si j'ose dire, prendra fin 14 mai à minuit. Après, tout peut arriver. Il peut y avoir une démission d'un gouvernement, il peut y avoir la formation d'un autre gouvernement. De toute façon, il n'y a pas de règle, puisque c'est la première fois, il nous l'a répété, qu'il y a historiquement un président réélu hors période de cohabitation. Donc il n'y a strictement aucune règle mise en œuvre dans la Constitution ou dans les usages républicains sur la date de démission du gouvernement, la nomination d'un nouveau gouvernement et le début d'un nouveau mandat d'un président réélu. Petite phrase de Gabriel Attal, le gouvernement est à sa tâche tant qu'il est à sa tâche. Ça, voilà. Oui, c'est assez clair et simple, au fond, effectivement, à formuler. Donc, on ne sait pas grand-chose. Il y a des rappels, évidemment, les rappels que le président de la République élu dans les conditions que l'on connaît, effectivement, ça l'oblige. Le rappel des priorités, l'école, les inégalités de santé, l'enjeu climatique, la défense du pouvoir d'achat. Voilà, ça on le savait déjà. Et puis, changement de méthode à l'écoute, très proche des citoyens. Donc tout ça, ce sont des rappels, mais on n'avance effectivement pas, ce qui n'a rien d'étonnant non plus, parce qu'effectivement, le président de la République réfléchit, consulte. En plus, il y a le dossier ukrainien qui est encore à gérer. Voilà, il n'y a pas non plus forcément d'utilité à changer très vite parce qu'il y a ces dossiers qui sont très importants en cours. Et je reviens sur l'Ukraine, évidemment. Si le gouvernement est modifié et s'il y a un changement du ministre des Affaires étrangères ou une mutation ou un changement au ministère de l'Économie compte tenu des dossiers qui sont engagés, il faut certes envoyer un signe politique, peut-être en changeant de Premier ministre, mais pas forcément en bousculant très rapidement le gouvernement. Frédéric Delpech, ça veut dire que l'hypothèse d'un remaniement d'ici mardi, avant donc le prochain Conseil des ministres, s'éloigne. C'était la musique qui montait. Il semble, en tout cas, si on prend le calendrier, donc Emmanuel Macron est président dans ce mandat jusqu'au 13 mai inclus, ça laisse encore 2 conseils des ministres qui sont traditionnellement le mercredi, le 4 et le 11 mai. Donc est-ce que le conseil des ministres du 4 mai prochain se fera avec un nouveau gouvernement? D'après ce que dit à l'instant le porte-parole, non, puisqu'il a dit que ce n'était pas non seulement le dernier conseil des ministres du mandat, mais aussi le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Donc on peut supposer que c'est même pas pour la semaine prochaine. Donc effectivement, pas d'annonce particulière ce matin et plutôt au contraire prendre du temps. On a plutôt le sentiment là que le message qu'a voulu faire passer Gabriel Attal, c'est Emmanuel Macron n'est pas pressé. D'ailleurs, quand on l'a interrogé pour savoir est-ce qu'il a remercié les membres du gouvernement, il a juste dit rapidement qu'il avait remercié tout le monde, mais rien de plus. La seule information quand même qu'on peut avoir dans cette intervention, c'est le petit message qu'a adressé Gabriel Attal, notamment aux électeurs probablement de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est revenu quand même à 2 reprises sur on va faire participer davantage les Français à la décision. C'est le cahier des charges pour le prochain mandat. Et là, on peut peut-être y voir... Plus de démocratie participative. Oui, peut-être le référendum qu'ont défendu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La proportionnelle aussi peut-être. Donc, il y a eu des petits messages, mais c'est vrai que sur le reste, c'était assez maigre comme compte-rendu. Des Français associés aux décisions. Un peu de politique quand même, Guillaume Roquette. La démocratie ne prend aucune pause, a dit Gabriel Attal, avant de parler de législative 3 mots plus loin. Oui, vous savez, cette intervention, c'était un petit peu l'écriture automatique, quoi. C'est-à-dire que les mots se suivaient les uns derrière les autres. On pouvait quasiment les deviner à l'avance. La démocratie ne prend pas de pause. Oui, on est heureux de savoir qu'on ne vit pas dans une dictature, mais a priori, on le savait, puisqu'on sort d'une élection présidentielle. Et ce qui est intéressant dans en quelque sorte, ce non-événement, c'est que c'est le reflet d'une situation politique où le président de la République, finalement, est assez tranquille. Parce que la leçon du scrutin de dimanche dernier, c'est que les Français veulent globalement qu'il continue. Alors certes, il y a de l'abstention, mais il a été réélu confortablement. Et il n'y a pas de message qui serait immédiatement nécessaire de transcrire dans les faits, avec une décision politique forte, comme
un changement de Premier ministre. Et c'est d'ailleurs assez cohérent avec l'espèce de feuille de route que Gabriel Attal a esquissée pour ce que sera ce prochain quinquennat. On est sur du consensuel. Effectivement, vous le disiez, un président qui serait plus rassembleur, avec une démocratie plus participative, mais il est sur des thèmes, l'école, les soins, le réchauffement climatique, le pouvoir d'achat, tout ça est je dirais, rassurant en diable. Alors, est-ce que ça donne la tonalité du prochain quinquennat? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y a une rupture à venir, le président de la République n'est pas pressé de la mettre en place. Alors, justement, il y a une forme, pardon Claire, il y a une forme de paradoxe. On nous a expliqué qu'il y avait un certain nombre d'urgences sur la table. Urgence climatique, urgence sociale, urgence institutionnelle, mais on a un porte-parole qui nous explique que il n'y aura pas de précipitation, qu'il va falloir prendre son temps pour former ce gouvernement et attendre pour faire, comme vient de le décrire Guillaume Roquette, une forme de continuité avec les promesses habituelles sur ce sera plus collectif, on fera au plus près des citoyens, etc. Je suis un peu étonnée qu'étant donné le niveau de l'abstention, le niveau des bulletins nuls ou blancs, le total des voix recueillies par Marine Le Pen au second tour et Jean-Luc Mélenchon au premier, on puisse avoir le luxe de prendre son temps. Voilà, c'est une question que je pose sur la table. D'autant, Arlette Chabot, que peut-être qu'il est tranquille, comme dit Guillaume Roquette, mais il sait qu'il n'a pas une carte blanche et qu'il faut qu'il tende la main à la fois vers l'extrême droite et vers l'extrême gauche qui ont fait des scores très importants. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a voté dimanche, on est mercredi quand même. Hein. C'est un deuxième quinquennat. Il faut quand même un peu réfléchir sans doute que le choix du Premier ministre n'est peut-être pas fait. En tout cas, Emmanuel Macron n'a pas peut-être désigné, n'a pas contacté. Il y a d'autres sujets. Moi, j'insiste beaucoup d'autres sujets qui sont sur la table. N'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, il y a l'Europe, il y a l'Ukraine. Donc, ça fait beaucoup de gros dossiers aussi à gérer. On est mercredi, c'est 3 jours après. C'est pas anormal qu'un président de la République, même réélu, avec le souci d'entendre les attentes de ceux qui n'ont pas voté pour lui, pour son projet, mais bien pour faire barrage à Marine Le Pen, eh bien, il faut les entendre, il faut mettre d'autres méthodes. Donc, franchement, moi, je trouve que 3 jours, ça ne me paraît pas excessif. Après, on va voir dans quel calendrier il va s'inscrire, mais qu'il prenne son temps, ça ne me paraît pas choquant. Alors, j'avais une question à vous poser, mais à tous les quatre. Dans ce contexte-là, de prendre son temps, peut-être de savourer, peut-être lui seul de distribuer des messages aux Français. Ce déplacement hier à Cergy-Pontoise, il y a un autre déplacement aujourd'hui, mais sur un autre thème, beaucoup plus dur. Il s'agit quand même pour le président d'aller soutenir les militaires à l'hôpital Percy. Mais est-ce que Emmanuel Macron ne veut pas aussi, pour pouvoir parler lui aux Français, peut-être dit-il avoir entendu les Français dans cette élection, savourer et se déplacer comme hier ? Là où je rejoins un petit peu Valérie, c'est qu'on est un peu surpris quand même par rapport au message qui avait été donné avant le deuxième tour de l'élection, à savoir que ça pourrait aller assez rapidement. Même Jean Castex lui-même avait dit qu'il présenterait sa démission dans les jours qui suivent la réélection éventuelle d'Emmanuel Macron. Le président avait été un peu plus mesuré, mais avait dit oui, ça prendra peut-être une semaine. Et les conseillers de l'Élysée n'ont pas cessé de dire à tous les journalistes qui suivent l'Élysée, voilà le casting. D'ailleurs, les informations qui paraissent dans la presse parlent plutôt du début de semaine prochaine pour le nouveau gouvernement. Donc, tout ça est en contradiction avec le message véhiculé ce matin par Gabriel Attal qui semble dire que non, on met le pied sur le frein. Est-ce que c'est pour permettre à Emmanuel Macron de prendre le temps d'aller voir les Français? Il les a quand même beaucoup vus pendant l'entre-deux tours. Donc, il n'y a pas forcément... Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'y retourner pour l'instant? C'est sans doute plutôt que le fait de nommer... Comme il n'y a pas eu véritablement d'effet réélection, on l'a bien vu dimanche soir, ça n'a pas provoqué une vague d'enthousiasme ou en tout cas de surprise en France. Il sait que maintenant, la cartouche suivante, c'est celle du remaniement et du nouveau Premier ministre. Donc il faut quand même que ça suscite un intérêt auprès des Français, ce nouveau casting. Donc il doit quand même le peaufiner et il va vouloir créer au moins un effet de surprise ou en tout cas apporter quelque chose qui puisse donner une nouvelle dynamique à ce nouveau mandat qui s'annonce. C'est sans doute pour ça que peut-être qu'il prend un peu plus de temps que ce qui avait été annoncé. Est-ce qu'on sait...
Pardon, oui, juste une question à vous. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des périmètres ministériels qui vont changer, notamment en ce qui concerne le Premier ministre. Il faut trouver la bonne personnalité, d'autant que c'est un Premier ministre Matignon enrichi de planification écologique. Ça va être probablement la personnalité la plus difficile à trouver. Bien sûr, et c'est vrai que l'équation est compliquée. D'autant plus qu'elle est ouverte, puisque les messages envoyés à Emmanuel Macron dans ce second tour, c'est un message d'insatisfaction d'une partie des Français, mais qui n'a pas une direction politique claire, à moins de dire que, puisque Marine Le Pen était au second tour, il faut un représentant de l'extrême droite à Matignon, ce qui est évidemment exclu. Donc peut-être que Emmanuel Macron prend son temps justement pour donner toute la portée de ce geste politique que sera la nomination d'un nouveau Premier ministre. Ce qu'on peut penser, c'est que ça penchera plutôt vers la gauche. Parce que autant en 2017, Emmanuel Macron était l'ancien ministre de François Hollande et que donc il avait besoin de montrer qu'il n'était pas un homme de gauche. Et nomination d'Édouard Philippe, juppéiste. Là, en 2022, si on interroge les Français en disant de quel côté penche Macron, ils diraient plutôt vers la droite. Et comme sa marque de fabrique et le logiciel de son mode de gouvernement, c'est le en même temps, il faudrait pencher vers la gauche. Moi, ce que je pense, c'est que s'il prend son temps, c'est aussi pour des raisons de psychologie personnelle. D'abord parce que changer de Premier ministre, ça veut dire, bon, ça va plus, il faut changer. L'humilité et la remise en question n'est pas sa qualité première. Donc, à mon avis, rien que pour ça, il est content de prendre son temps. On va retrouver Marie Chantret du côté de l'homme qui prend son temps en ce moment. Emmanuel Macron, vous êtes à l'Élysée. Bonjour Marie Chantret. Alors, pas loin de vous, je ne sais pas si vous êtes invité, se tient un cocktail ou alors un pot de départ, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans les salons de l'Élysée avec l'ensemble du gouvernement. Un déjeuner buffatoire, Christophe, pour être très précis. Je ne suis pas invitée, on aimerait bien être une petite souris pour savoir ce qui s'y dit. Un déjeuner donc buffatoire alors que le Conseil des ministres, est-ce le dernier du quinquennat Macron? Gabriel Attal n'a pas forcément été très clair sur le sujet, mais en tout cas un Conseil des ministres en ce jeudi relativement expédié, à peine 45 minutes. Un pot de départ donc pour la quarantaine de ministres présents aujourd'hui autour du chef de l'État qui connaissent pour leur écrasante majorité le fait que c'est leurs dernières minutes, leurs dernières heures à l'Élysée. Il devrait en rester une poignée dans la formation du nouveau gouvernement à venir. La question est de savoir maintenant quand ce nouveau gouvernement va être composé et va être annoncé après donc la démission du gouvernement actuel. Le timing le plus probable, mais encore il faut rester très prudent et au conditionnel, c'est en début de semaine prochaine, qui notamment pour remplacer Jean Castex. Une indication peut-être, en tout cas il faut prendre tous les indices. Elisabeth Borne était bien présente aujourd'hui, mais elle est arrivée bien en avance de tous les ministres, arrivée donc dans la matinée, sans les caméras pour la filmer. Et on sait qu'elle fait partie de la liste resserrée des possibles nommés à Matignon. En tout cas, elle remplit le profil et le portrait robot établi par le chef de l'État ces dernières heures. Merci beaucoup Marie Chantret. LCI Midi revient dans un instant avec une spéciale Ukraine. La spéciale Ukraine qui continue. Chaque jour voit de nouvelles menaces de la part du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, qui menace l'Europe très précisément.